Bonjour et bienvenue. Merci d'être là. Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Ben oui, c'est lui. Bienvenue à votre cours, à notre rencontre virtuelle. Pour certains, c'est au podcast d'accompagnement du cours. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui nous écoutaient aussi sur YouTube. Salutations à Benoît. Donc oui, c'est une autre voix là, pour ceux et celles qui veulent avoir cet accompagnement hebdomadaire avec nous pour ce cours. Merci d'être engagé dans ce cours pour m'accompagner aujourd'hui et pour vous accompagner dans le chat clavardage. Valérie est là. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François et bonjour à tous. Valérie, je vais bientôt, tu Yeah. vas revenir au bureau. Hey, j'ai Dans hâte. mon mini studio, là, j'ai fait poser un beau plexiglas, comment ça se dit? Un mur de plastique transparent. Qui va nous Ben, séparer, puis avec les micros, les écouteurs, là, on va pouvoir se jaser. Puis, as-tu hâte? j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Écoute, je te trouvais fort débrouillard de nous avoir fait ça, ce mur transparent en plastique Faut pas le pour dire tester à les tout le monde, là, gouttelettes. parce que c'est pas tous les profs là, qui ont ça. Là. Moi, j'ai envoyé des courriels, là, puis ça a fini par fonctionner. Fait que je suis Eh bien non, content. non, mais j'ai hâte parce que ça va faire changement. Là. C'est bien le fun de le voir comme ça sur la caméra, mais ça va être mieux en vrai. Ben, juste pour la dynamique, là, ne serait-ce que pas avoir le petit délai que tu as aujourd'hui, les petites coupures de temps en temps, peut-être là, à deux, ça aide. Là. Parler seul à son ordinateur, je m'y suis habitué un peu, là, mais je préfère de loin là, avoir cette dynamique-là avec toi. Mais merci encore d'être là, Valérie. Écoute, ça fait plaisir. Ça va être encore plus plaisant en vrai. Voilà. En vrai, pourquoi on parle de ça? Ben parce que hier, 8 février, notre bon gouvernement, pas peur, notre bon Mm. gouvernement a procédé à un petit, c'est comme ça qu'on l'appelle, un petit déconfinement. Donc, il y a certaines zones en rouge, certaines zones en orange. En fait, tout ce qui est autour de la zone la plus populée est retournée en orange. À Québec, c'est en rouge. À Montréal, c'est en rouge. Donc, toujours un couvre-feu à 20 heures, mais il y a plusieurs activités qui sont réouvertes maintenant. Donc, vous irez voir, là, je ne ferai pas la liste. Là, je ne suis pas Horacio Arruda non plus, là, mais vous irez voir sur le site de gouvernement. Mais pour nous, ben, en fait, très bonne nouvelle, Mm. grosse nouvelle. Retour progressif des étudiants sur les campus. C'est désormais possible. Je vous le dis, le printemps s'en vient. Hein, le printemps, encore une fois, je ne parle pas de la température, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça fait un an qu'on se dit, j'espère que ça va arriver. Ça s'en vient. Là, pour l'instant, les règles, ça ressemble à part du masque chirurgical ou de procédure obligatoire ici, 50% de capacité des classes, distanciation physique. Donc, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble un peu si vous vous promenez dans les corridors. Mais même possibilité de faire les travaux en équipe. Donc, si ça vous tente de voir du monde, de voir des amis, c'est possible. Il y a des belles tables avec des plexiglas. Vous êtes séparés, on crie un peu plus fort, mais on Mm. finit par travailler ensemble, en fait, voir du monde. Donc, je le disais à Valérie, moi aussi, j'ai fait installer un beau mur transparent entre moi et mon invité. Donc, si vous voulez passer au bureau, faire un coucou, c'est possible. C'est possible et ce sera de plus en plus possible pour vous de venir sur le campus, que ce soit pour venir assister à un cours ou non. Là, il y a un pourcentage de présence là, maintenant qui est non seulement toléré, mais encouragé par notre gouvernement. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ça fait du bien. Ou tellement. Tellement. Euh, bon, maintenant, concernant la présence sur le campus, j'en parle comme ça, mais je vois que ça en inquiète plusieurs. C'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir des courriels, puis il y en a quelques-uns. Pour eux, ben, pour certains, c'est enthousiasmant, mais pour d'autres, c'est un peu angoissant. Là. Donc, j'ai commencé à recevoir des courriels. Là, j'étais à l'extérieur du Québec. Je travaille le mardi PM. Qu'est-ce que je vais faire? Là, il faut que ce soit bien clair. Hein. Vous êtes inscrit à un cours à distance. Ça restera un cours à distance.
Vous allez pouvoir suivre le cours à distance. Là, il y a plusieurs qui ont des contraintes d'horaire, des contraintes géographiques. Il y en a qui sont à l'extérieur du pays, là. Donc, vous pouvez être convaincu qu'il n'y aura nullement d'obligation de présence en classe. C'est un cours en ligne et le cours est et restera en ligne et vous pourrez le suivre exactement de la façon que vous avez décidé de le suivre depuis le début de la session. Donc ça, à ce titre-là, il n'y aura pas de changement. Cela dit, hein, le retour en classe serait possible. Donc, ça accroît nos libertés. C'est le principe. Donc, si certains d'entre vous souhaitent de façon tout à fait libre et optionnelle, organiser une séance de cours en classe sur le campus, moi, je suis tout à fait ouvert à organiser ça. J'ai publié d'ailleurs un sondage sur la page d'accueil du cours. Je vais ouvrir. J'ai ouvert aussi un forum à ce sujet-là là, pour que vous puissiez en discuter. Mais le but, c'est on est libre. Maintenant, on a plus de liberté, donc de façon tout à fait libre et optionnelle. Est-ce que ça vous tente de vous voir en classe? Est-ce qu'on s'organise un petit cours? Là, j'ai fait le sondage, vous êtes 180 inscrits. C'est pas tout le monde qui va répondre au sondage. Donc, si je me retrouve avec, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui me confirment, oui, j'y vais, ben oui, on le fera. Donc, moi, ça me prend 30 personnes qui me disent, oui, moi, un mardi après-midi, je suis capable de me libérer. Je serai là pour 1h30, 2 heures pour aller à une séance de cours, histoire de se refamiliariser avec à quoi ça peut ressembler. Une visite sur le campus. Donc, je réserverai une classe. On n'est pas encore rendu là. Je vais attendre de savoir un peu là, comment que les règles ici sont appliquées, quels sont le seuil de tolérance puis de liberté, justement, là. Donc, mais idéalement, je dirais, peut-être au retour de la semaine de relâche, commencer à penser à ce genre de projet. On se réserve une classe là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit tantôt, mais disons 75 places assises, Oui, c'est à peu près une ça. capacité maximale de 75. Puis on se retrouve en classe 20, 25, puis on se donne un cours, puis on essaie d'en profiter. Puis j'irai là, par ceux qui s'annoncent là, avec des réservations pour être sûr que ceux qui s'annoncent soient là puis qu'il y ait une place pour eux. Donc des places réservées. Là, on va vendre ça, c'est ce que je vous avais dit, on va vendre ça à 100 le billet. Non, on ne fera pas, on fera pas ça. Mais l'idée, c'est plus de réservation, de nous assurer qu'on peut effectivement vous accueillir en classe. Donc, voilà. Qu'en pensez-vous? Allez écrire ça sur les forums, peut-être répondre au sondage sur la page d'accueil, puis participer au forum, donner vos idées aussi quel type de cours vous voulez. Est-ce que je m'installe, je parle? Est-ce que je fais mon enregistrement habituel? Est-ce que vous voulez une partie de cours? Je n'ai pas l'intention de vous donner 3 heures de cours non plus, mais je ne sais pas, 1h30, 2 heures, on se donne une petite séance. Donc, encore une fois, c'est possible, mais c'est tout à fait libre et optionnel. Si je vois qu'il y en a qui ça les intéresse, ben on le fera. Puis les autres, ben vous continuerez de suivre votre cours, vous assisterez à l'événement à partir de chez vous, en vous amusant tout ça et dans la sécurité et le confort de votre plus beau divan. Donc, c'est ça. Donc, une rencontre libre, optionnelle, en classe. C'est le forum que je vous ai ouvert. Je vous invite à y répondre. Oh, c'est Dernière beau. chose, oui, là, pour ceux qui voient le visuel, il y a un beau gros cœur rouge. Pourquoi un beau gros cœur rouge? Parce que c'est le 14 février, bientôt. Hein? Et pourquoi j'en parle du 14 février? C'est parce que c'est la date de remise du TP1. Donc, TP1, remise ce dimanche, 14 février, à 23h59. La tâche, je vous rappelle, la tâche est simple. En équipe, vous devez créer un problème éthique. Un vrai problème que vous pourriez vraiment rencontrer là, dans l'exercice de votre profession. Donc, un problème qui se veut réaliste, concret,
probable, plausible, donc vous pourriez vraiment rencontrer, là, puis qui nous donne l'impression d'y être. Hein. 2, 3, là, c'est pas très long, là, 2, 3 paragraphes. Ça vaut 5 points. Donc ça, c'est votre TP1. Et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui pourraient être tentés du fait que ça vaut seulement 5 points de tourner les coins ronds, puis de se dire, ben, c'est juste 5 points, celui-là, on va le faire un peu de travers. Il y a une contrepartie à ça, là, c'est-à-dire que vous allez être pris avec ce problème-là. Hein. C'est-à-dire que si vous devriez choisir un problème qui vous intéresse, qui vous passionne, parce que si vous ne prenez pas le temps de créer ce problème qui vous passionne, vous allez être pris avec ce problème jusqu'à la fin de la session. C'est-à-dire que dans le TP2, vous allez devoir résoudre ce problème. Donc, imaginez si vous ne le trouvez déjà pas intéressant et pertinent, puis que vous avez à consacrer des heures à résoudre un problème que vous ne trouvez pas très, très intéressant et pas très pertinent, bien, vous allez vous ennuyer. Puis gageons en plus que vous allez m'en tenir responsable alors que je suis en train de vous le dire. Créez un problème. Et choisissez un problème que vous trouvez stimulant, suffisamment stimulant pour y consacrer des heures. Donc, c'est un peu le conseil que je vous donnerais. 5 points, oui, soit, mais il y a des découlants à tout ça. Là. TP1, après le TP1 vient le TP2. Puis le TP2, c'est de résoudre ce TP1. Donc, voilà. Et j'ajouterais à ça que le plus gros défi du TP1, c'est un défi de gestion d'équipe. Donc, vous le savez, là, le TP1, je l'ai fait rapidement au début de la session. Ça vaut seulement 5 points. Un des objectifs cachés derrière cette tâche-là, c'est de m'assurer que les équipes soient fonctionnelles, que tous les membres de l'équipe sont actifs et engagés. Donc, même si ça vaut seulement 5 points, s'il y a quelqu'un qui ne fait rien en ce moment dans votre équipe, c'est le moment de lever les drapeaux puis de m'écrire. Hein, attendez pas à la toute fin de la session, en panique, une semaine avant de livrer avant de déposer votre TP2 qui vaut 25 points. Il y en a un qui ne fait rien, on ne sait plus quoi faire avec. Non, hein, c'est le moment là, de vous assurer que tous vos outils sont en place. Votre Team, votre Discord, ce que vous avez décidé de faire, Google Docs, tout ce que vous avez besoin, y compris les membres de votre équipe. Tout ça là, doit être fonctionnel d'ici le 14 février. Sinon, c'est pas si grave que ça en termes de points, mais en termes de gestion d'équipe, il faut tout de suite me faire signe. Là. Des fois, c'est un courriel du prof, on réajuste le tir. Des fois, l'étudiant en question ou l'étudiante, des fois, ces personnes ont de très bonnes raisons pourquoi ils ne sont pas actifs. Donc, ne concluez pas trop vite à la trahison puis à l'insulte. Là, des fois, c'est des problèmes personnels. Donc, on s'arrange pour régler ça le plus tôt possible et redresser la barre avant que vous échouez à quelque part. Donc, c'était le TP1, le défi, encore une fois, défi de gestion d'équipe. Et pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien et le TP1 doit être remis ce dimanche 14 février avant 23h59. Aujourd'hui et dans ce module 4, vous serez introduit à la grille de Legault. Donc, cette expression-là, la grille de Legault, vous allez l'entendre au moins 200 fois pendant la session. Puis moi, je le dis à peu près 2000 fois par année. OK? Donc, la grille de Legault, c'est une grille d'analyse d'un problème éthique. Cette grille a été conçue par Georges Legault, d'où le nom, grille de Legault. Donc, c'est cette grille que je vais vous demander d'utiliser dans ce cours pour analyser et résoudre le problème que vous aurez créé dans le TP1. Donc, attention, hein, vous devrez puiser dans les résultats de cette grille pour rédiger votre rapport TP2. Donc, soyez attentifs aujourd'hui, là. Grille de Legault, je vous l'explique, et vous en aurez besoin pour le TP2. Et attention aussi, il y aura des questions à l'examen sur cette grille de Legault. Donc, ce n'est pas seulement un outil, là, c'est un outil que je vous demande d'assimiler, comprendre, puis il y aura des questions à ce sujet, évidemment, à l'examen de mi-session et de fin de session. Donc, écoutez bien cette introduction
à cette grille. Écoutez bien l'enregistrement de cours où je vous explique avec plus de détails cette grille. En classe, là, vous irez voir l'enregistrement de cours. Allez consulter l'enregistrement de cours. Vous allez voir, c'est une étude de cas sur le plagiat. Donc, je me sers d'une étude de cas sur le plagiat pour expliquer la grille. Donc, ça vous donnera une façon de voir comment on applique cette grille-là à un cas concret là, qui vous intéressera. Là. Un cas de plagiat, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer. On a déjà entamé cette discussion-là sur le plagiat. Il y a un forum que j'avais ouvert aussi au module 3. Donc, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir, on poursuit cette réflexion-là avec un cas fictif, mais un cas, comme dans votre TP1, qui est réaliste et probable. C'est-à-dire que c'est un cas de plagiat. Là. Donc, ça, c'est réaliste et probable. Moi, j'en sais quelque chose. Qui n'a jamais eu un problème qui ressemble un peu à ça? Là? Un collègue qui fait un petit copier déguisé-collé ou carrément copier-coller, ça paraît. Puis même, on dépose un problème. En fait, à chaque session, moi, je vous le dis, j'ai une belle étude de cas en matière de plagiat à résoudre. Donc, sur 180 étudiants, faites le calcul là, en termes de pourcentage, il y a toujours un cas de plagiat par session. Oui. Je vous le dis comme ça, là, faites en sorte que ce soit pas vous. Tu allais dire quelque chose, Valérie? J'allais juste dire que oui, j'en ai déjà moi aussi dans ma classe. Vois-tu? Voilà. On peut s'en Donc, ça partager. arrive. Voilà. Statistiquement, c'est là. Les tentations sont là. On en parle dans le cours. On fera une étude de cas. Donc, on ne fera pas la même étude de cas aujourd'hui. Là. Donc, vous irez voir l'enregistrement de cours. On aborde le plagiat en détail. Il y a même quelques éléments là, pour vous comprendre, vous aider à analyser, comprendre c'est quoi les ressorts, les ressources, les normes en matière de plagiat ici à l'université. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer, du moins dans cet enregistrement ici en podcast ou en classe synchrone, je vais vous expliquer la grille d'analyse. Ce sera plus dense là, parce qu'on va essayer de faire ça en 15-20 minutes. Et là, soyez attentifs. Là, je parle beaucoup déjà, là, mais je vais laisser un petit silence pour que vous soyez attentifs. Soyez attentifs et participez dans le chat pour vous garder actif. Là. Ça sera dense. Là. Puis si vous n'êtes pas actif dans le chat, là, Valérie, tu me le dis, puis on va ouvrir des breakout rooms, là, puis on les envoie dans des... Non, c'est pas vrai. Qui aime ça? T'aimes ça, les breakout rooms? Valérie, as-tu déjà fait des cours où il faut que tu ailles en classe en breakout là, avec 4, 5, 6 personnes que tu connais pas trop? Non, j'ai jamais fait ça. Il y a toujours un malaise. On finit par s'habituer, là, mais il y a un malaise important. Non, je vous ferai pas ça, mais soyez attentifs parce que là, on va voir la grille. Je vous l'explique que ça va durer peut-être 15 minutes. Soyez attentifs, puis pour vous, ça vous aidera. Dernière remarque sur le TP2 qui s'en vient. Okay? Dans le module 4, on va se concentrer sur la première étape du TP2. Le gros TP2, ce qui est analyser votre problème à l'aide de la grille de Lego, ça, c'est la première étape. Okay? Dans le TP2, il y a 2 étapes. La première, analyser votre problème à l'aide de la grille de Lego. Puis 2, rédiger un rapport décisionnel dans lequel vous expliquez quelle est votre décision, puis qu'est-ce qui résulte de votre analyse, puis tout ça. Mais je dirais que la première étape du TP2, c'est de vous servir de cette grille d'analyse que je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous allez voir le TP2, j'arrête pas de dire qu'il est gros pour ceux qui ont le visuel en ce moment. Là. C'est notre big boss. Là. C'est celui que vous devez abattre ou battre. C'est votre White Walker King. Là, je ne me rappelle pas comment on l'appelait. C'est votre colosse à terrasser, là, pour ceux qui voient l'image en ce moment. Donc, c'est un TP2, il est gros. Et pourquoi qu'il est gros? C'est parce que, il vaut 25 points. Il vaut gros, mais il est aussi imposant, c'est-à-dire qu'il est en 2 étapes. L'analyse à l'aide d'une grille, puis celle-là, il y a plusieurs heures à investir. Et deuxièmement, la rédaction d'un rapport décisionnel. Et là aussi,
il y a plusieurs heures à investir. Donc, si vous faites le tout dans l'ordre, si vous comprenez bien, si vous suivez les étapes, ça va bien se passer. Si vous essayez de faire tout ça en 24 heures, vous allez voir que c'est compliqué. Donc, 2 étapes, mais aujourd'hui, on se concentre sur la première étape. La deuxième étape, je vous l'expliquerai un peu plus tard, le rapport. Mais pour aujourd'hui, analysez votre problème. Pensez à votre TP1 là, que vous êtes en train de rédiger. Analysez votre problème à l'aide de cette grille. La grille d'analyse proposée par Legault est divisée en 4 étapes et vous allez trouver cette grille, vous allez trouver une copie de cette grille dans le contenu du module 4. Vous allez trouver des vidéos expliquant cette grille, vous allez trouver une copie de la grille en question. Si jamais vous vous demandez, elle est où la grille? Là? Il y a une belle copie là, qui vous attend dans le module 4, à un endroit, là, je ne me rappelle plus où exactement dans la page, mais c'est écrit grille de Legault, il ne reste qu'à la compléter. Donc, c'est ce document-là que je vais vous utiliser. Puis, si vous voulez avoir accès aux explications ou à la forme originale de cette grille, vous allez, tiens, ici, j'ai du visuel, là, vous allez sur la page Lena du cours, vous allez dans matériel, dans la section à gauche, matériel didactique. Il y a le matériel obligatoire. Il y a l'ouvrage Professionnalisme et délibération éthique. Donc, ça, c'est l'ouvrage de Legault. Vous cliquez sur Accéder à la version électronique et là, vous tombez sur une version en libre accès. Au chapitre 6 de cet ouvrage, il y a toutes les explications concernant cette grille. Donc, c'est un long chapitre, mais en même temps, si vous avez des questions, vous pouvez plonger dans ce chapitre-là, puis vous allez avoir des explications. Et donc, le chapitre 6 est là. Et en bas, à l'annexe 2, il y a la fiche d'application, là, donc la grille de Legault en question. Vous pouvez aussi la retrouver là. Mais je vous en ai fait aussi une copie que vous allez trouver dans l'ENA au module 4. Et pour vous résumer cette grille, pour rendre un peu plus concret tout ça, hein, c'est de l'éthique appliquée. Donc, si je vous explique la grille, puis je vous dis que si c'est appliqué, ça va vite devenir théorique si je ne vous donne pas un vrai cas concret. Et ce cas concret que j'ai choisi pour vous, c'est le cas de Karen Duhamel. Donc, on va prendre le temps de passer cette grille. Maintenant, vous connaissez bien Karen Duhamel. Du moins, il faudrait la connaître. Il faudrait avoir vu ce qui est au module 1, l'histoire de Karen Duhamel, sa vidéo, l'histoire, l'étude de cas que j'ai faite en classe. Je me permets néanmoins un rappel. Petite gorgée de café. Karen Duhamel, elle est toujours ingénieure. Elle était à l'époque aussi. Et à sa sortie de l'école, un peu comme vous, fière d'être embauchée dans une grande firme de génie conseil et sur le chantier de réfection de l'autoroute 40 dans son cas, Karen a remarqué des quantités qu'on lui demandait de saisir dans le logiciel, des quantités qui ne correspondaient pas à ses calculs. Elle était convaincue que ses collègues avaient fait une erreur. Elle ne comprenait pas. En fait, les quantités ajoutées versus les quantités prélevées, ça ne fonctionnait pas. Donc, on ajoutait plus de quantités qu'on prélevait. Donc, si vous faites une route, là, si vous ajoutez plus que vous en avez enlevé, là, vous avez un beau buton. Là. Donc, ça ne fonctionnait pas pour elle. Puis, elle a l'impression qu'on gonfle illégalement les quantités. Elle commence à poser des questions. Puis, tout à coup, on l'informe qu'elle n'aura plus à rentrer ses chiffres. C'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de sa tâche et ce qu'elle comprend, c'est qu'elle pose trop de questions. Pire, plus tard, mademoiselle Duhamel est témoin d'un épisode où un ingénieur est arrivé au bureau et là j'ouvre les guillemets, avec un moton d'argent dans les mains. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, il y a des affaires bizarres qui se passent. On lui demande de se taire. Il y a de l'argent liquide qui circule. C'est jamais bon signe. Donc, beau problème. Assez rare, on en convient. Et heureusement que ce genre de problème est assez rare, mais concret, possible. Et ça vous aidera là, à assimiler. Là, on va essayer de le mettre à l'épreuve de la grille de Legault. Puis voilà, ça vous aidera à assimiler les différentes composantes de la grille. La question que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui, dans les 15 prochaines minutes, c'est que feriez-vous
à la place de Karen Duhamel. Avant de décider, Legault, Georges de son prénom, vous dit « Analysons ce problème à l'aide d'une grille. » Donc voilà, on y arrive enfin. C'était mon introduction. On arrive enfin à cette grille. C'est un luxe, hein, on va l'admettre, là, c'est de prendre le temps de résoudre à l'aide d'une grille d'analyse. C'est un luxe que vous n'aurez peut-être pas dans l'exercice de votre profession. Donc, à la fin du cours, vous n'utiliserez peut-être pas, en fait, carrément pas, cette grille pour résoudre des problèmes, mais vous en garderez des éléments importants. Donc, jamais dans son intégralité, vous allez utiliser cette grille, mais certaines étapes, vous allez le voir, là, à force de l'utiliser, certaines étapes vous paraîtront essentielles ou du moins vous marqueront suffisamment pour influencer éventuellement la façon que vous abordez votre prise de décision. Donc, je pense que c'est ça l'intention la plus importante derrière ce module 4, là, vous introduire à cette grille. C'est vous montrer à quoi ressemblerait idéalement la résolution d'un problème éthique en sachant que entre les idéaux et la réalité, parfois il y a une marge importante. Là, donc, que vous ne l'utiliserez peut-être pas dans son intégralité, mais que vous allez garder certains éléments, ça très certainement. Donc, pour Legault, cette grille, idéalement, vous devriez passer à travers 4 grandes phases. Phase 1, prendre conscience de la situation. On va voir ce que ça veut dire. Essentiellement, c'est de se concentrer sur les faits. Donc, Legault vous le dit. Si vous aimez les faits, là, Legault aussi, il vous dit on va commencer par les faits. Qu'est-ce qui est un fait? Phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. Oups! Là, on vous parle de valeurs. Ben là, c'est un langage, c'est une étape que peut-être que vous n'avez pas le réflexe de faire. Pourtant, elle est pertinente. On vous en expliquera les tenants et aboutissants. Phase 3, prendre une décision raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre une décision, on a compris, mais raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire? Et phase 4, établir un dialogue avec les parties prenantes. La désignation, c'est celle de Legault, mais je dirais qu'elle ne nous permet pas d'identifier vraiment là, qu'est-ce qu'il attend de nous dans cette phase 4, mais je vais vous en donner quelques détails et ça commence maintenant. OK, le cas de Karen Duhamel. Phase 1, Legault vous dit prendre conscience de la situation. Donc, comment on prend conscience de la situation? Legault vous le dit, on va se concentrer sur les faits. Les faits, donc d'abord, inventorier les principaux éléments de la situation. Donc, pour Karen Duhamel, ce serait recenser les faits certains, possibles, leur gravité, leur probabilité, qu'elle vérifie qu'est-ce qu'elle peut documenter, prouver ses calculs, les refaire, revoir le système, s'il n'y a pas des traces de ces calculs dans le système ou des traces des changements de nombre. Donc, qu'est-ce qui peut être documenté? Qu'est-ce qui peut faire office de fait? B, on est toujours dans la première phase, Legault mentionne que vous devrez formuler le dilemme éthique. Donc, pour Legault, c'est important de le faire tôt pour voir qu'est-ce qui vous fait hésiter. Si vous avez un problème éthique, vous dites qu'il y a un problème éthique, c'est que vous hésitez entre deux options. Donc, Legault vous dit, formulez-les tout de suite pour voir qu'est-ce qui vous fait hésiter à ce point. Pour Karen, je dirais que sa première hésitation, c'est souvent la nôtre là, face à un problème éthique. Est-ce que je fais quelque chose ou je me tais, je ferme les yeux, puis j'attends que ça passe? Donc, ça ressemble un peu à ça aussi. Donc, pour Karen, est-ce que je pose des gestes? Est-ce que je fais des démarches? Est-ce que je me mets à poser des questions? Ou deux, j'arrête, je comprends, puis je fais ce qu'on me demande de faire. Donc, ça, je dirais que c'est l'hésitation première. Dans les faits, là, c'est ça l'hésitation qui se pose à Karen. C, on est toujours dans la phase 1, résumer la prise de décision spontanée. Donc, déjà commencer à comprendre instinctivement mon pif. Qu'est-ce qui me dit mon pif? Là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire rapidement? Alors, Legault vous dit,
c'est important de partir de là, pas de finir avec ça, votre instinct, là, mais d'au moins l'énoncer instinctivement, d'où on part, qu'est-ce que ça nous tente de faire rapidement, promptement. Donc, de l'énoncer, ça fait partie des faits. D, toujours dans la phase 1, analyser la situation des parties concernées. Ça, c'est sûrement une des étapes les plus longues, les plus systématiques, les plus contraignantes à documenter. En gros, le go vous dit, fais-toi une belle feuille, là, liste les principales parties prenantes, les acteurs, puis évalue toutes les conséquences positives, négatives sur chacun d'entre eux, ou chacune d'entre elles. Donc, voyez un peu, imaginez le tableau avec des pour, des contre. Ça, vous allez le faire d'ailleurs dans votre TP2. C'est une étape qui peut être longue. Et E, toujours dans la phase 1, on est dans les faits. Le go vous dit, dans les faits, il faudrait aussi vérifier la dimension normative de la situation. Quel est le cadre normatif? Quelles sont les règles, les lois, les normes en cette matière? Hein? Pour Karen, là, quelles sont les normes en cette matière? Qu'est-ce qui peut l'aider à prendre une décision en ce moment en matière de normes? C'est quoi? Quelles sont les normes prescrites par son ordre professionnel? C'en est une. Qu'est-ce qui est inscrit dans son contrat de travail? C'est une norme. Un contrat de travail, c'est la loi des parties. Donc, quelles sont ces règles-là là, qui sont consignées dans mon contrat de travail? Les factures, ça fait partie des normes. Code civil, code des professions. Hein, je dirais que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une des failles que vous avez pour résoudre, lorsque vous arrivez pour résoudre un problème éthique. Ce n'est pas vrai pour tous mes étudiants et étudiantes, là, mais il y en a certains que c'est un peu plus compliqué pour eux. Pour certains, c'est votre connaissance ou je dirais votre aisance avec les normes. Vous n'avez pas de cours de droit, là, pourtant vous allez être bientôt baigné dans les normes, les codes. Donc, vous êtes souvent peu familier avec tout ça, peu à l'aise avec ça. Puis, certains acteurs du système le savent aussi. Là. Donc, vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Donc, d'où l'importance de, au moins une fois dans votre formation, essayer de jongler avec ces différentes normes. Et le go vous le dit, on est toujours dans la phase 1. Dans les faits, il y a des normes qui balisent ce que vous êtes en train de faire. Là. Il y a des normes qui prédisent votre décision, qui balisent le type de décision que vous devriez prendre en ce moment. Donc, ces normes-là, vous n'avez pas l'obligation à 100% de vous y conformer, mais vous avez l'obligation à 100% au moins d'en tenir compte dans votre décision. Donc, ça, c'est l'analyse de la dimension normative, étape 1, recenser et analyser, nous dit le go, les faits. Étape 2, clarifier les valeurs en conflit et identifier les éléments clés. Le go vous dit, donc on commence par quoi? Identifier, nous dit le go, identifier les émotions dominantes. Donc pour Karen, là, les émotions dominantes. Et les émotions dominantes, là, vous les avez ressenties en écoutant la vidéo de Karen Duhamel, là, si vous l'avez faite avec un peu d'empathie. Anxiété, peur de perdre son emploi, peur du jugement des patrons, peur du jugement des collègues, frustration de ne pas être écouté, entendu, cru, l'impression d'être trompé par les personnes en qui elle a confiance. Donc ça fait partie des émotions. Le gars vous dit qu'il faut les cerner. Lorsqu'on analyse un problème éthique, il faut les nommer, ces émotions-là. Sur les valeurs agissantes, donc le gars vous dit, attention, il y a des valeurs qui sont en train, lorsque vous avez hésité, là, je vous ai dit formuler le dilemme éthique, le gars vous dit, il y a des valeurs qui se cachent derrière cette hésitation-là. Donc pour le cas de Karen, qu'est-ce qui l'a fait à ce point hésiter? Donc il y a des grandes valeurs qui guident l'action de Karen. Quelles sont-elles? Mais je dirais qu'il y a la sécurité d'emploi, c'en est très certainement une. Sa loyauté envers son employeur, le sentiment de solidarité qu'on peut avoir à l'égard de nos pairs, de nos collègues de travail et d'un autre côté, d'autres valeurs, je dirais
justice, honnêteté, vérité. Justice au sens de respect des lois, des normes, respect d'un code de déontologie professionnelle, par exemple. Donc, sécurité d'emploi, j'en ai déjà mentionné. Et d'autres valeurs, là, des valeurs qui peuvent aussi être cachées derrière les normativités. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans les lois que j'ai mentionnées un peu plus tôt, lorsque vous dites, moi, je veux respecter la loi, je veux respecter telle loi, bien, derrière chaque loi, il y a une valeur qui se cache. On ne fait pas souvent cet exercice-là. Là. Mais si on prend les valeurs, la valeur en termes de le plagiat, par exemple, bien, la valeur, c'est le droit de propriété, c'est le vol aussi qui se cache derrière ça, vol d'idées, vol de paternité. Il y a la valeur honnêteté intellectuelle aussi. Honnêteté intellectuelle, collégialité. Donc, il y a des valeurs là, qui se cachent derrière ces normes-là. Elles ne sont pas seulement là arbitrairement dénuées de valeur au sens propre et figuré. Donc, le gars vous dit, essayez d'identifier les valeurs et essayez aussi d'identifier les valeurs qui se cachent là, derrière les normes que vous sentez, là, qui sont les normes qui sont importantes et qui balisent votre décision. C, on est toujours dans l'étape 2, identifier le principal conflit de valeurs agissantes. Donc, pas seulement des valeurs qui sont promues, mais des valeurs qui influencent, agissantes, c'est ce que ça veut dire, là, qui influencent vraiment votre action, qui vous fait à ce point hésiter. Pour Karen Duhamel, c'est, je ne sais pas, si elle ne fait rien, encore une fois, sécurité d'emploi, loyauté, solidarité envers ses pairs, envers ses collègues, entre autres. Et si elle agit, si elle fait quelque chose, si elle se met à poser des questions, bien, les autres valeurs qui se cachent derrière ça, bien, c'est justice, indépendance professionnelle, honnêteté, protection du bien public, du trésor public peut-être, vérité, honnêteté, j'en ai pas. Donc en gros, là, son dilemme, il est un peu, il est là. C'est-à-dire, un dilemme, c'est une tension entre deux valeurs. Pour elle, c'est peut-être la valeur de, je sais pas, mais je dirais vérité peut-être, ou honnêteté versus sécurité d'emploi, sécurité personnelle aussi. Tantôt, on parlait du moton d'argent qui circulait. Là. Bien, il y a peut-être, lorsqu'il y a de l'argent liquide, il y a peut-être des systèmes mafieux qui peuvent être liés à ça. Donc, il y a l'idée de sécurité personnelle aussi qui peut entrer en ligne de compte. Donc, c'est pas rien comme tension, c'est pas rien comme valeur. Donc, phase 2, nous dit Legault, clarifier les valeurs en conflit et identifier les éléments clés. M'écoutez-vous encore? Moi, oui. Bon, ben ouais, ça en fait une. Je vous avertis, là, on va faire des breakout rooms. Ce sont là. Ils étaient prêts à tous partir dans une breakout room, mais là, ils sont tous là en train de te répondre qui t'écoutent. Bon, OK. Donc, parfait. On n'aura pas besoin des breakout rooms. J'ai fait une pause pour prendre un café puis vous donner aussi un peu d'énergie pour ressauter dans la grille. Étape 3 maintenant, ou phase 3, nous dit Legault. Discuter et prendre une décision raisonnable, c'est ce que nous dit Legault. Donc, Legault vous demande de passer par A, identifier la valeur qui a préséance. Donc, Karen, lorsqu'elle prend sa décision, il y a une valeur qui se cache. Là. Elle décide finalement de poser des questions, d'essayer de résoudre et de poser plusieurs actions là, qui vont la mener assez loin, y compris jusque devant la commission Charbonneau. Oui. Mais la valeur qui se cache derrière tout ça, il y en a. Là. Donc moi, j'ai choisi peut-être je dirais la vérité peut-être, ou l'honnêteté. Je pense que les valeurs qui se cachent derrière ça. Ça pourrait être une autre, là, mais il y en a une qui motive l'action. C'est telle que vous devez identifier lorsque vous allez résoudre, tenter d'analyser votre problème éthique. B, nous dit Legault, identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire. Et pour trouver le principal argument, bien, vous devrez en trouver quelques-uns. Là, moi, je vous propose d'en trouver quelques-uns, là, des arguments qui peuvent étayer pourquoi vous allez à ce point-là donner d'importance à la valeur de vérité. Donc, quelles sont les raisons qui justifient pourquoi vous accordez autant de valeur à la valeur en question. Donc, autrement dit, pourquoi au nom de la vérité ou de l'honnêteté, cette décision doit-elle être prise? Hein? Donc, quelles sont les raisons? Il y en a des raisons là, pourquoi Karen a décidé de ça. Là. Vous aussi, vous aurez
à vous poser ce genre de questions-là. On a décidé de valider, de prendre telle valeur. Pourquoi? Pas seulement arbitraire. Là, on hésitant de deux valeurs, on a pris une pièce de 25 sous, puis on est arrivé sur la valeur de vérité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On prend une décision soit, mais il y a des raisons sous-jacentes, et c'est ces raisons-là là, que le go vous demande d'expliciter. Pourquoi faites-vous ça? Est-ce que vous redoutez certaines conséquences négatives? Est-ce que vous avez au contraire envie de voir certaines conséquences positives se manifester ou se réaliser? Est-ce qu'il y a des normes que vous avez identifiées qui sont trop importantes ou des sanctions qui découleraient de telles normes que vous souhaitez éviter? Donc, il y a des règles, il y a des raisons pourquoi vous avez pris cette décision-là et le go vous demande de les expliciter. Pourquoi les normes, par exemple? Pourquoi pensez-vous que ces normes devraient être respectées? Quelle est la force qui se cache derrière telle norme? Vous m'avez dit, bon, on ne doit pas plagier parce que c'est inscrit dans, je ne sais pas, un texte que mon prof m'a remis à l'école. OK. Maintenant, ce texte-là, ça s'appuie sur quoi? Est-ce que ça s'appuie sur une norme qui a été publiée par votre institution? Ah oui, laquelle? Donc, pourquoi Karen doit-elle, à ce point-là, défendre la vérité? Donc, le gars vous dit, là, c'est dans cette étape B-là là, que vous devez faire cette tâche qui est de trouver des raisons. Hein, on va prendre peut-être avec plus de détails l'exemple de Karen Duhamel. Pourquoi Karen Duhamel décide-t-elle d'agir de cette façon? Hein? Peut-être parce que l'employeur demande implicitement à Karen Duhamel de mentir, si on en a convenu, parce que valider une information de la sorte, valider des données qu'elle sait explicitement fausses, ce serait non seulement problématique, mais ce serait une contradiction de la valeur de vérité qui, elle, est au cœur d'un code de déontologie, ou peut-être même qui est au cœur, cette valeur-là, et peut-être même au cœur de l'énoncé de valeur publié par la firme de génie conseil qui a embauché Karen Duhamel. Tu sais, ça aussi, c'est une façon d'argumenter. Là. Cette valeur-là de vérité, c'est pas seulement arbitraire, vous l'avez choisi comme ça dans les airs. Non, non, elle s'appuie sur les lois, les normes publiées par ceux-là même qui me demandent de poser ce geste-là. Donc ça, c'est une autre façon de déjouer tout ça, mais ça donne des raisons d'agir. C'est comme ça que je veux que vous les formuliez. Le gars vous demande, OK, vous avez décidé de prendre telle décision, mais pourquoi? Et si vous avez bien fait votre analyse, les conséquences positives, négatives, vous en avez là des raisons. Parce que je veux éviter les conséquences négatives ou parce que j'ai identifié telle conséquence positive puis je veux que ça se manifeste parce qu'il y avait telle norme importante que j'ai identifiée. Puis si je ne la suis pas, mais par exemple, je risque d'être radié à vie, par exemple. Tu sais, c'est quand même des arguments, des raisons d'agir qui peuvent être importantes. Là. Et on est toujours dans la phase 3. Le go vous dit enfin C. Préciser les modalités de l'action qui sera entreprise. Donc ça arrive dans la phase 3. Le go vous dit, vous avez une bonne décision, des bonnes raisons. Mais maintenant, qu'allez-vous faire? Que doit faire Karen? Quelles sont les actions à poser pour s'assurer que sa bonne décision là, soit mise en œuvre puis que les conséquences positives qu'elle a identifiées se manifestent? Pour Karen Duhamel, on pourrait lui suggérer de quoi? De prévenir les autorités, de prévenir peut-être son employeur de ses interrogations, de ses démarches, exiger du changement. En plan B, peut-être prévenir le client de ses doutes. Pour elle, c'était le MTQ, je pense, à l'époque. Commencer à partager les preuves, colliger les preuves, demander conseil, demander de l'aide, en parler aux collègues. Communiquer à l'OIQ, par exemple, pour avoir du soutien, des conseils, de l'aide. Ils sont supposés d'être là pour ça. Hein? Donc, ce serait important. Ce serait important pour eux de donner le soutien promis. Et finalement, prévenir les autorités compétentes, la police. Pourquoi pas? Si vous avez l'impression qu'il y a du crime organisé dans le coin, il y a un outil important qui s'appelle la police, qui peut être prévenu et demander du soutien, de la protection, de l'aide
protection même, oui, au besoin. Mhm. Donc, phase 3, c'est ce qu'on aurait suggéré. Si on a à résoudre le cas de Karen Duhamel, ben on aurait fait le tour de ces 3 premières grandes phases. Et la 4e, Legault dit établir un dialogue avec les parties concernées. Donc ça, je dirais que la désignation n'est pas tout à fait précise, là, mais je dirais que ça se divise en 2 grandes sous-étapes. Là. Donc, faire une réflexion critique sur, sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Donc, ça, c'est du jargon de Legault. Là. Donc, en gros, évaluer dans quelle mesure les raisons d'agir, vous en avez trouvé là, pour Karen, évaluer dans quelle mesure ces raisons-là sont universalisables, peuvent faire généralement consensus. Moi, je le formulerais comme ça. Il vous donne des critères d'ailleurs pour voir si vos raisons peuvent faire consensus. Il vous dit le critère 1, c'est impartialité. Donc, pour Karen, ce serait est-ce que les raisons d'agir là, qu'on a trouvées, est-ce que ça peut convaincre un jury impartial? Est-ce que Karen, elle, est impartiale? Ben, elle est plutôt partie prenante. Donc, le danger lorsqu'on est partie prenante, c'est de prendre une décision qui sert nos avantages ou nos intérêts personnels. On le verra dans le conflit d'intérêts au module, c'est où le conflit d'intérêts? Module 9 ou 10? Ou au contraire, la décision de Karen Duhamel, on le voit bien, là, elle ne sert pas vraiment à ses intérêts personnels. Là. Donc, est-ce que ça peut convaincre un jury impartial si votre décision s'appuie sur les normes, les règles, l'honnêteté? Je pense que ça peut convaincre davantage un jury impartial qu'une décision fondée sur vos propres intérêts personnels. Du moins, le premier critère, là, une belle façon de valider l'universalité de votre décision, c'est ce critère-là, impartialité. Est-ce que vous êtes impartial? Est-ce que votre décision en a la force et les apparences même? Oui, critère de réciprocité. Donc, est-ce que les raisons d'agir de Karen, est-ce que ça pourrait convaincre les personnes qui subiront les plus grandes pertes de la décision prise par Karen? Hein, qui risque de souffrir, autrement dit, de cette décision-là? Ben, les contre-coups, Karen, c'est sûr qu'elle aura des contre-coups de cette décision-là. Mais elle, je pense qu'elle est capable. Si elle prend cette décision-là, ben, elle est au courant qu'elle aura des contre-coups. Elle sera facile à convaincre. Mais pour les autres, là, les patrons, les collègues, est-ce qu'ils pourront comprendre les raisons invoquées par Karen? C'est dans ces moments-là là, que vous devez vous appuyer sur autre chose que votre intérêt personnel si vous voulez convaincre les autres. Hein. C'est vous appuyer justement sur des faits, des principes, des normes qui dépassent votre propre sort, qui dépassent le sort des principaux acteurs concernés. Hein. Je pense que c'est la principale force du droit, là, c'est qu'elle nous oblige à sortir de nos propres intérêts personnels ou circonstanciels. Donc, dans le cas ici, ce qui est invoqué, c'est la protection du public, les lois, les normes, les règles et les valeurs, encore une fois, qui sont défendues par ces normes, par ces règles. Et finalement, on est toujours à la phase 4 et ça achève. Critères d'exemplarité. Donc, ici, critère d'exemplarité, c'est se demander si les raisons d'agir de Karen, les raisons qui motivent sa décision, est-ce qu'elles seraient valides, ces raisons-là, pour tous les cas semblables? Toujours difficile d'évaluer ce critère-là. Là. Est-ce que ma décision, elle est bonne seulement dans ce cas et dans ce contexte précis, ou est-ce qu'elle peut s'appliquer dans d'autres contextes? Est-ce qu'elle est universalisable dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut s'en servir d'exemple pour résoudre d'autres problèmes? Je dirais que si vous appuyez sur les normes, les règles, les droits, la jurisprudence, comme dans le cas de Karen, ça ressemble un peu à ça, c'est sûr que ça reste une décision qui est plus facilement universalisable que si vous êtes appuyé sur votre instinct, les circonstances, le contexte, puis ce cas d'exception. Hein, vous voyez bien là, que si vous appuyez là-dessus,
votre décision elle devient difficile à universaliser. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut peut-être dire qu'elle est seulement bonne dans ce cas ici présent, seulement dans ces circonstances. Mais vous voyez que ce n'est pas le même genre de démonstration. Ce n'est pas le même genre de défi qu'une décision qui, elle, est aisément exemplaire, qui, elle, est aisément universalisable. Donc ça, c'est les 3 sous-critères, les critères d'exemplarité, réciprocité, impartialité, proposés par Legault. Et toujours dans la phase 4, et là on est rendu à B, après ces critères-là. Formuler, nous dit Legault, écoutez bien ça, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre le sous-texte, je vais vous le dire, c'est là que commence la rédaction du rapport décisionnel du TP2. Hein, je vous ai dit, la première étape, c'est d'analyser. Et là, vous avez passé à travers toutes les étapes. Et elle est à la phase 4B, on vous dit formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Bien, c'est ça le rapport décisionnel que je vous demande de produire dans la deuxième partie du TP2. Donc, le TP1, par exemple, si le TP1 que vous m'aviez proposé là, ce dimanche 14 février, si c'était le cas de Karen Duhamel, vous auriez dû passer à travers la grille pour analyser le cas Duhamel avec la grille qu'on a vue aujourd'hui. Et B, vous devriez me produire un rapport décisionnel qui m'explique pourquoi la décision que vous suggérez de prendre vous suggérez à Karen Duhamel, Karen, tu devrais prendre telle décision parce que les raisons d'agir, les raisons, hein, pourquoi tu devrais prendre telle décision. Ensuite, m'expliquer quels sont les gestes à poser, quelles sont la mise en œuvre de cette décision-là, quelles sont les actions à poser. Et la fin du rapport, c'est les recommandations. Quelles recommandations nous faites-vous ou faites-vous à votre lecteur pour éviter qu'une personne se retrouve face à ce genre de problème ou pour résoudre peut-être plus aisément le genre de cas comme le cas rencontré ou le cas explicité avec Karen Duhamel. Donc, phase 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Et ça, c'est quoi? C'est la deuxième partie du TP2 qui vaut 25 points. Êtes-vous toujours là? Oui. Bon, très bien. On en a fait un bout. 4 phases donc dans cette grille et vous devrez l'appliquer à votre TP1. Donc, votre problématique, votre beau problème stimulant que vous avez conçu cette semaine, peut-être, un peu avant pour certains. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à me soumettre des problèmes. Donc, la grille, vous devrez l'appliquer à ce problème. Donc, vous devrez analyser les faits, clarifier les valeurs conflictuelles, prendre une décision éthique en vous appuyant sur la résolution rationnelle, donc produire des raisons d'agir, penser aux actions à poser qui vont découler de votre décision face à votre problème proposé en TP1. Et 4, établir un dialogue réel, et ça plutôt, c'est prendre, je dirais, une distance critique par rapport à votre propre décision, puis valider dans quelle mesure elle est universelle, hein, dans quelle mesure elle est généralisable, ou au contraire, c'est une décision qui doit être comprise dans son contexte, dans sa casuistique, bon, j'ai oublié l'adjectif, et TP2, en faire la synthèse de tout ça. La synthèse de tout ça, c'est le TP2. Et là, je parle beaucoup, mais cette grille, je vous le dis, vous allez mieux la comprendre. J'ai tenté de vous la rendre la plus dynamique possible avec cette
cette version dense illustrée à l'aide du cas Duhamel, mais vous allez mieux la comprendre, du moins vous allez comprendre davantage ses problèmes, ses écueils, mais une fois que vous aurez passé à travers tout ça, ce sera plus facile d'en retenir certaines étapes ou de la comprendre plus concrètement. Vous sentirez peut-être plus urgemment le besoin de comprendre cette grille lorsque vous allez être rendu à tenter d'analyser votre problème TP1. Ça s'en vient. Et lorsque ça arrivera, lorsque vous serez rendu à l'étape, OK, on va prendre notre TP1, puis on va essayer de le résoudre à l'aide de la grille. Lorsque vous serez rendu là et que vous aurez 2000 questions, vous irez revisiter le module 4, réécouter cette courte introduction peut-être, consulter l'enregistrement de cours, consulter les documents que je vous ai donnés pour accroître votre compréhension de cette grille, aller lire le chapitre 6 de l'ouvrage de Legault, aller reconsulter les explications de cette grille et vous devriez vous en sortir. Sinon, vous posez vos questions sur les forums et si ce n'est pas moi, ce seront vos collègues qui tenteront de vous aider pour passer à travers cette grille. Ou moi aussi. Hein. Et toi aussi, Valérie. Rappelons les objectifs de ce module 4. Les objectifs du module 4, nommer, expliquer les principales étapes de la grille de Legault et ses principales composantes. Donc, nommer, expliquer. Ça a l'air un peu par cœur comme ça, mais lorsque, tout de suite après cette explication-là, déjà là, vous devriez être un peu plus familier. Si vous faites l'effort de l'utiliser, de l'appliquer, c'est sûr, si vous désignez une seule personne pour passer à travers la grille, ça va être bien difficile de retenir quelque chose de tout ça. Mais si vous le faites sérieusement, en équipe, vous passez à travers chacune de ces grilles, vous allez vous en souvenir. De nommer, d'expliquer les étapes, les sous-étapes. Donc, voilà, ça fait partie de ça. D'utiliser un outil d'analyse approfondie, donc d'utiliser la grille, ça s'en vient. Ce n'est pas encore fait, mais vous allez le faire dans le TP2. D'expliquer et d'intégrer les notions de risque et de gestion de risque éthique dans la résolution de problèmes éthiques. Vous allez le voir, entre autres, dans l'enregistrement de cours. J'explique bien un peu là, où ça se situe. Souvent, c'est dans l'appréciation ou la mesure des conséquences positives, négatives. C'est là où on peut identifier des risques, des probabilités que certaines conséquences se produisent ou non. Et de nommer, expliquer les problèmes éthiques les plus communs associés à la notion de risque. Ça, j'en parle pas aujourd'hui. J'en parle un peu dans l'enregistrement de cours. Et pour bien faire le tour de cet objectif-là, vous devez lire le texte de Hélène Hermanson. En fait, je l'ai mis dans le contenu de cours où elle vous donne un modèle pour évaluer le risque éthique. Donc, vous irez voir dans les textes qui sont suggérés en lecture. Et pour atteindre ces objectifs, vous faites quoi? Vous êtes ici en classe virtuelle, vous écoutez ce podcast. Déjà là, il y a une partie du travail qui est fait. Vous visionnez l'enregistrement de cours. C'est une application de grille sur le cas du plagiat. Et pour vous, vous allez voir, c'est très instructif, ne serait-ce que pour comprendre ou pour saisir dans quelle mesure ou comment votre institution comprend ce qu'est le plagiat. Lire l'ouvrage de Legault, en fait pas entièrement, ici je vous suggère plutôt le chapitre 6 qui explique la grille de Legault. Allez lire aussi le texte de Hermanson et Hanson que je viens de vous expliquer. Allez visionner le PowerPoint de la grille de Legault. Allez visionner la vidéo aussi qui vous explique un peu c'est quoi cette grille. C'est plusieurs façons de vous expliquer cette grille. C'est par moi, c'est par d'autres. C'est par la lecture, c'est par l'audio, c'est par le visuel. Puis tranquillement, ça va finir par rentrer. Et finalement, oui, visionnez le PowerPoint qui vous explique là aussi les 4 phases de la grille de Legault. Et si vous pensez bien connaître la grille de Legault, je vous avertis. La semaine prochaine, je vais vous faire un caout. Ouh! Et là, il y en a qui se mettent déjà à transpirer des mains ou à trembler. La semaine prochaine, on fera un caout en classe, en fait, peut-être tout juste après l'enregistrement qu'on fait en cours, donc peut-être vers 1h30, on se fait un caout. Donc, préparez-vous, essayez de comprendre cette grille.
Allez voir l'enregistrement de cours, lisez les textes en question, allez écouter les explications par d'autres que moi, ça fait toujours du bien aussi. Puis la semaine prochaine, un caout pour s'amuser un peu, donner un peu de challenge, puis essayer de voir dans quelle mesure vous avez retenu certaines de ces étapes ou des éléments importants de cette grille, et ça se passera la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Merci, bravo, oui, d'avoir été présent en classe et attentif et attentive en classe synchrone aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés en podcast pour garder ce rythme. Merci pour votre engagement dans le chat. Je regarde toujours les chats après le cours et c'est beau à voir. Merci à Valérie d'avoir animé tout cela. Merci encore, Valérie. Merci. Si vous avez des questions, j'y réponds dans quelques minutes. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh bien, je vous laisse maintenant à vos travaux, études. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à vous, vous connaissez maintenant le truc, la procédure. Maintenant, chaque semaine, lors d'un épisode du podcast, je vous donne un indice. Vous m'écrivez et vous me dites quel épisode, quel indice, et je collige tout ça. Ça se transforme parfois en trophée. Cette semaine, l'indice est Georges A. Legault. Donc, c'est le nom de notre auteur. L'indice cette semaine, Georges A. Legault. Bye bye.